Il a posé sa tasse de café sur la table en chêne, sans même lever les yeux, et a prononcé ces mots d'un ton glacial. Il est temps que tu déménages, maman. À cet instant précis, j'ai réalisé que mon fils, Benoît, ne me voyait plus comme une mère, mais comme un obstacle logistique à déplacer. Je m'appelle Éléonore, j'ai 62 ans, et j'ai compris que mon foyer n'était plus qu'un pion dans ses calculs ambitieux. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment j'ai décidé de rétablir l'ordre et de reprendre mon destin en main. Avant de continuer, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant pour ne pas manquer la suite. Et dites-moi en commentaire, avez-vous déjà ressenti que vos propres enfants confondaient votre présence avec de la faiblesse? C'est dans cette villa Mélinet que j'ai tout construit, brique après brique, souvenir après souvenir. J'y avais élevé Benoît, seul, après mon divorce, transformant mes économies en un sanctuaire de pierre et de jardin. J'y avais pleuré mes défaites, j'y avais célébré mes petites victoires, j'y avais survécu à tout ce que la vie m'avait jeté au visage. Et voilà qu'aujourd'hui, mon propre fils en parlait comme s'il s'agissait d'un vieux meuble encombrant, une pièce de mobilier démodée qu'on déplace pour faire de la place au renouveau. Je n'ai pas répondu immédiatement. Le silence s'est étiré dans la cuisine, pesant, saturé par l'odeur du café tiède. Benoît a fini par lever les yeux de son MacBook Pro, l'air légèrement agacé par mon absence de réaction, comme si mon mutisme entravait sa productivité. « Tu ne dis rien ?» a-t-il fini par lâcher, un pli d'impatience barrant son front. Je me suis approché de la table en chêne, celle-là même dont il critiquait souvent la robustesse excessive. J'ai posé le verre d'eau que je tenais. Mes mains ne tremblaient pas. C'est ce qui m'a le plus surprise, cette absence totale de séisme intérieur, ce calme plat qui ressemblait à la surface d'un lac gelé. « Quand est-ce que tu penses que je devrais partir ?» ai-je demandé, ma voix sortant plus stable que je ne l'aurais cru. Il a haussé les épaules avec une désinvolture qui m'a glacé le sang. Le plus tôt possible. Ce serait plus simple pour tout le monde. Pour tout le monde. Cette expression revenait comme un refrain, un écran de fumée derrière lequel il cachait son propre intérêt. J'ai hoché la tête lentement, simulant une soumission que je n'éprouvais pas, acceptant cette sentence comme si elle était une évidence géographique. D'accord, ai-je simplement murmuré. Il a semblé soulagé. Son corps, tendu par l'attente d'une confrontation, s'est relâché. Il pensait sans doute que la partie la plus difficile était derrière lui, que mon rôle dans cette tragédie domestique se résumait à m'effacer sans bruit, à ne pas compliquer les rouages de son ambition. Je savais que tu comprendrais, a-t-il ajouté avant de se replonger dans son écran. Fin de la discussion. Je suis sorti de la cuisine sans un mot de plus. J'ai traversé le couloir de la villa Mélinet, effleurant le mur du bout des doigts. J'ai senti le froid de la peinture, j'ai repéré sous ma pulpe les petites fissures que je connaissais par cœur, ces cicatrices de la maison que j'avais toujours refusé de masquer. Chaque pièce de cette demeure contenait une version de moi-même qu'il ne voyait plus, ou qu'il avait choisi d'ignorer. Dans ma chambre, je me suis assise sur le bord du lit. J'ai pris une grande inspiration, cherchant de l'air dans cette atmosphère qui semblait se raréfier. Toujours pas de larmes. Juste une lucidité brutale, une clarté qui agissait comme une lame de scalpel. Benoît pensait que j'allais obéir, que j'allais me faire toute petite et m'évaporer vers la résidence-service, les jardins d'Arcadie, sur simple demande. Il ignorait encore une chose essentielle, un détail qui allait tout changer. Cette maison ne lui appartenait pas. Et moi non plus. La décision a été prise à cet instant, non pas dans la fureur ou la vengeance, car ce n'est jamais de la vengeance, c'est de l'ordre mais dans un calme absolu. S'il voulait que je parte, je partirais. Mais pas comme il l'imaginait. Je n'ai rien dit le reste de la journée, ni le lendemain. Je me suis contenté de maintenir la façade. Le café du matin servi à heure fixe, les fenêtres ouvertes pour laisser entrer l'air de Nantes, la nappe en lin des Vosges parfaitement tirée sur la table en chêne. Chaque geste était précis, presque mécanique, rythmant ma vie comme une horloge ancienne. À l'extérieur, le monde voyait une mère dévouée et soumise. À l'intérieur, quelque chose s'était déplacé irréversiblement. Benoît est parti travailler comme chaque matin, me déposant un baiser rapide sur la joue, un geste distrait, déjà ailleurs, déjà dans ses futurs bureaux ou ses réunions de prestige. Je suis resté seul dans la villa, entouré de ce silence particulier qui n'existe que dans les lieux où l'on a habité pendant des décennies.
Un silence plein de voix passées, de rires d'enfants et de pas qui ne résonnent plus. Je suis entré dans le salon et j'ai laissé mon regard errer sur le canapé, les rideaux lourds, et ce vieux buffet que j'avais refusé de remplacer malgré ses remarques incessantes. C'est trop démodé, maman, c'est encombrant, disait-il. Je passais la main sur le bois sombre, sentant sous mes doigts les marques du temps, les éraflures d'un jouet de son enfance, les taches de cire des dîners de Noël. Rien ici n'était neuf. Tout avait vécu. Tout avait une âme. Comme moi. Benoît affirmait que la maison était trop grande. En réalité, elle était simplement trop remplie de tout ce qu'il ne voulait plus regarder en face. Mon passé, mes efforts, ma légitimité. Je me suis assise à la table basse avec une tasse de thé, repensant à ces années où il n'aurait jamais osé m'adresser la parole sur ce ton de petit chef. Je me souvenais des soirs où je l'attendais, rongé par l'inquiétude, lorsqu'il rentrait tard à l'adolescence. Je pensais aux sacrifices silencieux, au renoncement financier pour ses études à Paris, à tout ce que je n'avais jamais comptabilisé. Je croyais naïvement que l'amour maternel était un contrat tacite qui protégeait de l'ingratitude. Si vous vous reconnaissez dans cette sensation d'être devenu invisible aux yeux de ceux pour qui vous avez tout donné, n'oubliez pas de vous abonner. Votre soutien est précieux pour que ces histoires de justice soient entendues. Je me suis levée et j'ai gravi l'escalier lentement, marche après marche. Ces mêmes marches qu'il jugeait, dangereuses, pour mes genoux de soixantenaire. Elles ne l'avaient jamais été. Elles portaient simplement le poids des années, tout comme mon corps. Rien d'insurmontable pour qui sait où poser le pied. Dans le couloir du premier étage, les cadres accrochés au mur racontaient une histoire qu'il ne prenait plus le temps de lire. Son premier jour d'école, son sourire édenté, la remise de son diplôme. Je me suis arrêtée devant une photo en particulier. Il devait avoir 8 ans. Il me tenait la main si fort, avec une telle intensité, comme s'il avait peur que je disparaisse dans la foule. J'ai souri tristement. Aujourd'hui, c'est lui qui provoquait cette disparition. Je suis entrée dans la chambre d'amis, celle qu'il appelait avec mépris, la pièce inutile. J'ai ouvert l'armoire ancienne. À l'intérieur, des boîtes bien rangées, des chemises cartonnées, des dossiers méticuleusement classés. Je savais exactement ce qu'ils contenaient. Je les avais conservés au fil des ans, sans urgence, juste par une prudence instinctive de femme qui a appris à ne compter que sur elle-même. J'ai sorti un dossier, puis un autre. J'ai étalé les documents sur le lit. Acte de propriété, contrat, correspondance notariée. Mon nom apparaissait partout. Eleanor. Clair, sans ambiguïté, gravé dans le papier officiel. Je n'étais pas une invitée tolérée dans cette villa mélinée. J'étais chez moi. Je me suis assise sur le bord du matelas et j'ai respiré lentement. Une émotion a tenté de m'envahir, de la tristesse, peut-être, ou une immense fatigue. Je l'ai laissé passer, comme on regarde un orage s'éloigner au loin. Je n'avais plus le luxe de me perdre dans les sentiments. Benoît n'avait pas demandé mon avis, il avait annoncé son verdict. Alors, j'allais faire de même. En fin d'après-midi, je suis descendue préparer le dîner avec une sérénité nouvelle. Quand Benoît est rentré, il m'a trouvé calme. Trop calme, peut-être, mais il était trop imbu de lui-même pour percevoir l'anomalie. Il a parlé de sa journée, d'un collègue, d'un projet ambitieux chez BNP Paribas. Je l'écoutais en hochant la tête, tel un automate bien réglé. À aucun moment il n'a reparlé de notre conversation de la veille. Pour lui, le dossier, déménagement de maman, était classé. Après le repas, j'ai rompu la routine. Je me suis levée la première. Je vais me coucher, ai-je dit. Il a acquiescé d'un simple mouvement de menton, les yeux rivés sur son smartphone. Dans ma chambre, allongée dans le noir, je n'ai pas dormi tout de suite. Je regardais les ombres des arbres danser sur le plafond. Je pensais à tout ce que j'avais accepté par paresse affective ou par peur du conflit. Les silences condescendants, les petites humiliations déguisées en conseils pragmatiques. Ce soir-là, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas prié. J'ai commencé à planifier. S'il croyait que j'allais quitter ce sanctuaire en baissant la tête, il se trompait lourdement sur la femme que j'étais devenue. Je partirais, certes, mais selon mes propres règles. Et il ne verrait rien venir avant qu'il ne soit trop tard. Le 3e jour, Benoît a relancé le sujet. Pas de front,
mais avec cette assurance de celui qui confirme une décision déjà actée. Nous étions dans le salon. Il était étalé sur le canapé, les jambes allongées, la télévision diffusant un reportage financier en sourdine. J'étais dans mon fauteuil près de la fenêtre, un livre ouvert sur mes genoux que je ne lisais plus depuis longtemps. J'ai regardé quelques options pour toi, a-t-il lancé soudainement. Je n'ai pas levé la tête. Des résidences, surtout. Les jardins d'Arcadie, par exemple. Ce n'est pas trop loin d'ici, ce serait plus pratique. Plus pratique pour qui? Ai-je pensé amèrement. Mais je me suis contenté de tourner une page, mon silence l'encourageant à poursuivre. Il y a des activités, les repas sont compris, et la sécurité est optimale. Et puis, comme ça, tu ne serais plus seul. Je me suis redressé légèrement, mon regard croisant le sien. Je ne suis pas seul, Benoît. Il a souri, ce sourire empreint de supériorité qu'il arborait quand il estimait que je divaguais. Tu vois ce que je veux dire, maman. Oh, je ne voyais que trop bien. Il a pris son téléphone et a fait défiler des photos de chambres aseptisées et de couloirs lumineux. Regarde, c'est moderne, propre. Rien à voir avec l'image qu'on se fait des maisons de retraite. Il évitait soigneusement le terme de « maison de retraite », comme si l'euphémisme rendait l'exil plus supportable. Puis, il a marqué une pause, une fraction de seconde d'hésitation avant de porter l'estocade. Il faut aussi penser à l'avenir. Quel avenir? Ai-je demandé d'un ton neutre. Il a soupiré, comme si ma question était d'une naïveté déconcertante. Le mien, le nôtre. Tu sais que j'ai des projets. Cette villa Mélinet est un atout énorme. Elle est bien située à Nantes. On pourrait la rénover, la revendre plus tard, ou même l'utiliser comme garantie. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Il ne parlait pas d'un lieu chargé d'histoire ou de tendresse. Il parlait d'un actif financier. D'un levier. D'un outil pour sa propre ascension. Et moi? Ai-je demandé calmement. Il a haussé les épaules. Toi, tu seras bien ailleurs. Franchement, tu ne peux pas dire que je te mets dehors. Je fais ça pour ton bien. Pour ton bien. La phrase préférée des prédateurs qui s'ignorent. Tu as déjà tout prévu, n'est-ce pas? Ai-je constaté. Il a esquissé un sourire satisfait, presque fier de son efficacité. Quelqu'un doit bien le faire. Tu n'as jamais aimé t'occuper de ces choses administratives. C'était faux. J'avais géré ce patrimoine pendant 30 ans pendant qu'il dépensait son argent de poche. Mais je l'ai laissé croire à son propre mensonge. Je me suis levée et j'ai marché jusqu'à la fenêtre. J'ai regardé le jardin, les arbres que j'avais plantés moi-même, le banc en pierre où j'aimais lire au beau jour. Tu sais, Benoît, ai-je dit sans me retourner. J'ai acheté cette maison quand tu avais 5 ans. Je sais, maman, a-t-il répondu, distrait par une notification. Je l'ai payée seule. Je l'ai entretenue. Je l'ai gardée debout quand tout le reste s'écroulait autour de nous. Il a enfin levé les yeux, un éclair d'agacement traversant son regard. Maman, ce n'est pas une question de passé. Il faut être pragmatique. Pragmatique. Encore un mot pour effacer les sentiments et la gratitude. Je me suis retournée vers lui, mon visage devenu un masque d'impassibilité. La partie commençait à peine. Et tu penses vraiment que je vais simplement faire mes valises et te laisser la villa Mélinet? Ma voix était basse, presque un murmure, mais elle a semblé résonner avec une force inhabituelle dans la cuisine. Benoît a levé les yeux vers moi. Il a paru surpris, non pas par ma résistance, mais par l'absurdité apparente de ma question. Puis, il a esquissé ce sourire mielleux, saturé d'une assurance tranquille, presque condescendante. Tu n'as pas vraiment le choix, maman. Il ne l'a pas dit méchamment. Il l'a dit comme s'il annonçait une loi physique, une évidence mathématique. C'est à cet instant précis, sous le néon blafard de la cuisine, que quelque chose s'est définitivement figé en moi. Ce n'était pas une blessure, ni une énième griffure à mon ego de mère. C'était une certitude glacée. Il croyait que tout était joué. Il croyait me connaître par cœur, pensant que le temps et les concessions avaient fini par éroder ma volonté. Il me voyait déjà affaibli, prêt à être rangé au rayon des souvenirs. Je n'ai pas répondu. J'ai repris mon livre, fixant les mots sans les lire, sentant son regard satisfait peser sur moi. Il a interprété mon silence comme une capitulation, une de plus. Mais ce soir-là,
En gravissant l'escalier de chêne dont chaque marche craquait sous mon pas, j'ai compris une vérité essentielle. Il ne me voyait plus comme une personne douée de désirs propres, mais comme un obstacle logistique. Et face à un obstacle, il n'y a que deux issues. Se laisser déplacer ou changer radicalement la trajectoire du choc. Mon choix était fait. La nuit suivante a été courte. Pas agitée, non. Simplement brève. Je ne tournais pas dans mon lit, je ne luttais pas contre des pensées confuses ou des regrets étouffants. Tout était devenu d'une clarté chirurgicale, comme après une décision irrévocable où l'esprit cesse enfin de négocier avec la réalité. Au petit matin, je me suis levé bien avant lui. J'ai ouvert les volets sur le ciel gris de Nantes, laissé entrer l'air frais du matin et préparé le café. Les mêmes gestes, à la même heure, avec la même précision mécanique. Si un observateur m'avait regardé, il n'aurait décelé aucune anomalie. Et c'était précisément là ma force. Ma normalité était devenue mon meilleur camouflage. Benoît est descendu un peu plus tard, les traits encore tirés par le sommeil. Il m'a salué distraitement, a attrapé sa tasse et s'est assis devant son MacBook Pro, consultant déjà ses messages avec cette frénésie de ceux qui croient que le monde ne peut tourner sans eux. Je l'observais à la dérobée. Sa posture était détendue, sa certitude presque insultante. Dans son esprit, il vivait déjà dans cette villa Mélinet sans moi. Je vais être en retard ce soir, a-t-il lancé sans quitter son écran des yeux. Dîner de travail. J'ai hoché la tête avec une soumission de façade. D'accord. Il n'a rien remarqué. Il ne remarquait plus rien d'autre que son propre reflet dans l'avenir qu'il se construisait. Quand la porte s'est refermée derrière lui, le silence est revenu dans la maison. Mais ce n'était plus ce silence lourd de souvenirs et de mélancolie des jours précédents. C'était un silence fonctionnel, utile, un espace vide que j'allais enfin remplir. Je suis monté à l'étage. J'ai ressorti les dossiers de l'armoire et je les ai étalés sur mon lit, méthodiquement, comme on dispose les pièces d'un puzzle tactique. J'ai relu chaque page, chaque clause, chaque tampon notarié. Tout était en ordre, parfaitement blindé. Mon nom figurait seul sur l'acte de propriété. Aucun usufruit pour lui, aucun arrangement ambigu, aucune faille qu'il puisse tordre à son avantage ou interpréter comme une faiblesse juridique. Je me suis surprise à sourire. Ce n'était pas un sourire de joie, mais de pure lucidité. Je n'étais pas coincé. Je ne l'avais jamais été. La prison dans laquelle il tentait de m'enfermer n'avait pas de mur, seulement mes propres scrupules. Je suis redescendu dans la cuisine et je me suis assise à la table, la même où il avait prononcé sa sentence. J'ai posé mes mains à plat sur le bois froid. J'ai fermé les yeux quelques secondes, puis j'ai commencé à faire ce que je n'avais jamais osé faire pour moi-même. J'ai listé mes options. Pas celles qu'il avait préparées pour moi dans sa brochure pour seniors, mais les miennes. Vendre. Partir. Recommencer. Non pas pour fuir, mais pour choisir mon propre horizon. J'ai pris mon téléphone. J'ai composé un numéro que je n'avais pas sollicité depuis des années. Agnes Gerard. Une femme sérieuse, d'une discrétion absolue, qui s'était fait un nom dans l'immobilier de prestige à Nantes. Elle me devait un service datant d'une autre vie. La tonalité arretenti. Une fois. 2 fois. Allô. Sa voix était restée la même, calme, tranchante, professionnelle. Agnès, c'était Léonore. Un silence a suivi, puis une légère pointe de surprise polie. Eleanor. Cela fait bien longtemps. Comment allez-vous? Bien, ai-je répondu. Et c'était la vérité. Je n'avais jamais été aussi éveillée. Agnès, j'aimerais savoir combien vaut réellement la villa Mélinet aujourd'hui. Elle n'a pas posé de questions superflues. Elle a compris immédiatement que ce n'était pas une simple curiosité passagère. Quand puis-je passer? A-t-elle demandé. J'ai balayé la pièce du regard, les murs, les fenêtres hautes, le jardin que l'on devinait à travers la baie vitrée. Aujourd'hui. Après avoir raccroché, je suis resté immobile. Mon cœur battait à un rythme parfaitement régulier. Pas de panique, pas d'excitation fébrile. Juste une sensation nouvelle, presque oubliée après tant d'années de dévotion maternelle, le contrôle. L'après-midi, j'ai commencé à ranger la maison. Je ne le faisais pas pour préparer un départ précipité, mais pour toucher une dernière fois chaque objet. Non pas avec nostalgie, mais avec une forme de reconnaissance froide. Je disais adieu au mur avant qu'il ne dise adieu à Benoît. Quand il est rentré ce soir-là,
J'étais au salon, plongé dans ma lecture. Tu as passé une bonne journée? A-t-il demandé d'un ton machinal. Excellente, ai-je répondu sans lever les yeux. Il a marqué une hésitation, comme s'il s'attendait à une plainte ou à une demande de précision sur son dîner de travail. On reparlera bientôt de ton déménagement, a-t-il ajouté, tentant de paraître détendu alors qu'il ne faisait qu'imposer son calendrier. Bien sûr, ai-je murmuré. Il a esquissé un sourire assuré. Il pensait toujours mener la danse, ignorant que j'avais déjà changé la musique. Le lendemain, Agnès Girard est arrivée à 10 heures précises. Je l'attendais, le dos droit, les mains posées sur mes genoux. En franchissant le seuil, elle a balayé l'espace de ce regard d'expert que je lui connaissais. Un regard qui ne s'attarde pas sur les souvenirs, mais qui mesure les volumes, évalue les prestations et projette des chiffres. Elle est impeccablement entretenue, Éléonore, a-t-elle noté presque aussitôt. Je l'ai suivie en silence alors qu'elle parcourait les pièces, notant mentalement chaque atout. L'orientation plein sud, le parquet ancien en parfait état, les hauteurs sous plafond. C'est un quartier très prisé de Nantes, a-t-elle ajouté. Calme, élégant. Ce genre de bien ne reste pas plus de quelques jours sur le marché. Je me suis appuyée contre le chambranle de la porte du bureau. Si je décidais de vendre, Agnès. Combien de temps cela prendrait-il? Elle s'est arrêtée et m'a fixé. Pas de surprise dans ses yeux, juste une estimation rapide. Si vous êtes prête à agir vite, quelques semaines. Parfois moins si l'offre est sérieuse. Quelques semaines. Je les ai comptées mentalement. C'était largement suffisant pour que tout bascule avant que Benoît ne réalise que le sol s'était dérobé sous ses pieds. Nous avons parlé chiffres sans aucune émotion superflue. Elle m'a donné une estimation élevée, bien plus que ce que j'avais imaginé. Et juridiquement, ai-je demandé. Rien ne peut bloquer la vente. Agnes a Surrey Refinement. J'ai déjà eu l'occasion d'examiner votre dossier il y a des années. La situation est limpide. Vous êtes la seule et unique propriétaire. La seule. Ce mot a résonné comme une libération. Quand Agnès est repartie, la Villa Mélinet m'a semblé différente. Ce n'était plus un refuge, c'était devenu une possibilité, un capital liberté. Je suis montée dans le bureau et j'ai pris une feuille blanche. J'ai tracé 2 colonnes, ce que je perds, et ce que je gagne. Dans la première, j'ai noté des murs, des habitudes, des repères rassurants. Dans la seconde, j'ai écrit de l'air, de l'espace, le choix, le respect de moi-même. La seconde colonne s'est remplie avec une rapidité déconcertante. En fin d'après-midi, j'ai entendu le claquement de la porte d'entrée. Benoît rentrait plus tôt que prévu. Je l'ai entendu poser ses clés, puis appeler mon nom. Maman, tu es là? Oui. Il est apparu dans l'encadrement de la porte du bureau, l'air suspicieux. Qui est passé ce matin? J'ai vu une voiture inconnue devant la grille. Je n'ai pas sursauté. Je m'y attendais. Une connaissance, ai-je répondu d'un ton neutre. Il a plissé les yeux, cherchant une faille dans mon expression. Une connaissance? Pourquoi faire? Je l'ai regardé longuement, sans défi mais sans crainte. Pour me renseigner. Il a esquissé un sourire suffisant, celui qu'on réserve aux enfants ou aux personnes un peu confuses. Ah, sur les résidences seniors? J'ai rendu son sourire, mais le mien était empreint d'une absence presque spectrale. Non. Sur la maison. Un silence soudain, plus dense et plus froid que tous les précédents, est tombé entre nous. Benoît a éclaté de rire. Un rire bref, nerveux, presque forcé. Tu plaisantes, j'espère? Je n'ai rien ajouté. Son rire s'est éteint aussi brusquement qu'il était apparu, remplacé par une lueur d'inquiétude qu'il tentait de masquer. Tu ne ferais pas ça, maman. Ce serait absurde. Absurdement logique, ai-je pensé. Pourquoi serait-ce absurde? Ai-je demandé calmement. Il a haussé le ton sans même s'en rendre compte, la panique commençant à poindre derrière son arrogance. Parce que cette maison, c'est, enfin, c'est chez nous. Chez nous. Il n'utilisait ce terme que lorsqu'il sentait son intérêt menacé. Je me suis levée. Tu m'as dit qu'il était temps que je parte, Benoît. Je ne fais que réfléchir à la meilleure façon de le faire. Il m'a regardé, totalement déstabilisé pour la première fois de sa vie. Il n'était plus en colère, il était inquiet,
comme un prédateur qui réalise que sa proie a quitté le piège. On en reparlera, a-t-il lâché avant de se détourner précipitamment. Je l'ai regardé quitter la pièce. Sa démarche n'avait plus la superbe des jours passés. Ce soir-là, dans mon lit, j'ai compris que le terrain commençait à trembler sous ses pieds. Il croyait encore pouvoir reprendre les rênes, mais désormais, chaque mouvement venait de moi. Et je n'avais aucune intention de lui demander son avis. Les jours suivants, j'ai avancé dans une ombre méticuleuse. Aucune précipitation, aucun geste inutile. Aux yeux de Benoît, je restais la mère docile, occupée à trier des cartons de déménagement et à ranger des placards. Il pensait que je digérais ma future vie en résidence. En réalité, j'exécutais mon plan avec une précision d'orfèvre. Je sortais dès qu'il partait au bureau, gardant toujours la même allure tranquille. J'avais appris que la régularité est le meilleur anesthésiant pour ceux qui cherchent à contrôler les autres. La première visite s'est faite par un matin brumeux. Un couple de Parisiens cherchant le calme de Nantes. Ils ont parlé de potentiel, de lumière, d'espace. Je les ai écoutés sans intervenir, répondant seulement par des faits. La Villa Mélinet faisait le travail de séduction toute seule. La deuxième visite a eu lieu 2 jours plus tard. Une femme seule, au regard d'acier, qui savait exactement ce qu'elle cherchait. Elle parcourait les pièces avec une efficacité redoutable. Je pourrais faire une offre rapidement, a-t-elle glissé en partant. Rapidement. C'était le mot que j'attendais. Le soir même, Benoît a remarqué l'activité inhabituelle. Tu ranges beaucoup en ce moment, a-t-il observé en me voyant fermer un carton de déménagement dans le couloir. Cela me fait du bien de faire le tri, ai-je répondu simplement. Il a haussé les épaules, rassuré de voir que j'acceptais mon sort. Tant que tu ne jettes rien d'important. Important pour lui, je savais ce que cela signifiait, tout ce qui avait une valeur marchande. Je n'ai rien jeté. J'ai simplement classé, séparé, et décidé de ce qui ferait partie de mon futur. Et de ce qui resterait derrière moi. Si cette transformation vous inspire et que vous voulez savoir jusqu'où Éléonore est prête à aller pour sa dignité, cliquez sur le bouton s'abonner. Votre soutien permet à ces histoires de force et de résilience d'exister. Chaque objet que je touchais passait désormais par mes mains avec une lucidité nouvelle, presque clinique. Ietreis, iekasais, ietsarteis. Ce que je gardais, ce que je laissais derrière moi, ce que j'allais vendre ou donner, rien n'était plus dicté par l'émotion. Je n'étais plus attaché au mur de la Villa Mélinet par les chaînes invisibles de la nostalgie. J'étais devenue consciente. Maîtresse d'une horloge dont j'avais moi-même lancé le compte à rebours. Un après-midi, alors que je rentrais d'un rendez-vous avec ma banque, mon téléphone a vibré dans mon sac. Un message de Benoît, sec, sans fioriture. On peut se parler ce soir. J'ai esquissé un sourire que personne n'a vu. Un sourire froid. Bien sûr que nous allions parler. Le soir venu, il m'attendait dans la cuisine. Il se tenait debout, les bras croisés, une posture qu'il adoptait toujours lorsqu'il voulait paraître imposant. Il n'avait pas l'air en colère, mais une tension électrique émanait de lui. Tu vois quelqu'un pour la maison ? A-t-il lâché sans même un préambule. Je n'ai pas cherché à nier. À quoi bon ? La transparence est parfois la plus redoutable des armes. Oui, ai-je répondu en posant mes clés sur la table en chêne. Tu n'as pas le droit de prendre ce genre de décision seule, maman. C'est de la folie. Je l'ai regardé longuement. Mon regard a parcouru son visage, y cherchant une trace de l'enfant qu'il avait été, pour ne trouver que l'arrogance d'un homme qui se croit tout permis. Si, ai-je dit. Le mot est tombé entre nous comme une lame de guillotine. Net. Definitive. Sans appel. Il a semblé déstabilisé par cette monosyllabe, lui qui s'attendait sans doute à une longue justification larmoyante. Tu ne penses pas à moi ? A-t-il repris, la voix montant d'un cran. Tu ne réalises pas ce que cela implique pour mon avenir ? Mes projets dépendent de ce patrimoine. Je me suis assise avec une lenteur calculée. J'y pense, Benoît, ai-je répondu calmement. Mais j'y pense différemment désormais. Il a commencé à faire les 100 pas dans la cuisine, ses chaussures de ville claquant sur le carrelage. Tu me mets devant le fait accompli. C'est déloyal. J'ai levé les yeux vers lui, l'expression neutre. C'est exactement ce que tu as fait, il y a quelques jours, en m'annonçant mon exil forcé. Il s'est arrêté net. Sa bouche s'est entr'ouverte,
Mais aucun son n'en est sorti. Pour la première fois depuis des années, mon fils n'avait plus rien à répondre. L'arroseur arrosait dans sa propre mare de pragmatisme. Cette nuit-là, le sommeil ne m'a pas rendu visite, mais ce n'était pas l'inquiétude qui me tenait éveillé. C'était l'anticipation. Le moteur était lancé. Tout avançait bien plus vite que prévu. Le lendemain matin, l'offre est arrivée par mail, claire, nette, sans clauses suspensives absurdes ou délais de réflexion interminables. Une offre solide, au prix que nous avions fixé avec Agnès Girard. Je l'ai lue une fois, puis une deuxième. À la troisième lecture, j'ai pris mon stylo. J'ai signé, non pas avec un sentiment de triomphe revanchard, mais avec un calme olympien. Quand j'ai posé le stylo, j'ai ressenti un soulagement si profond qu'il en était presque physique. Comme si un poids que je portais depuis la naissance de Benoît venait de s'évaporer. Ma dignité ne se négociait plus. Le soir, il est rentré tard. Il parlait moins, mais ses yeux ne cessaient de scruter mes moindres faits et gestes. Il sentait que le contrôle lui échappait, que la villa Mélinet ne réagissait plus à ses commandes. Mais il ne comprenait pas encore l'ampleur du séisme. Je me suis couché tôt, le laissant seul avec ses calculs et ses doutes. Dans l'obscurité de ma chambre, je savais que bientôt, le masque tomberait. Pour lui, ce serait la fin d'une illusion. Pour moi, le début d'un ordre nouveau. Les jours suivants, l'attitude de Benoît a radicalement changé. Il était devenu presque prévenant, une douceur feinte qui ne m'abusait pas une seconde. Il parlait moins fort, posait des questions sur ma santé, observait mes horaires avec une attention de rapace. Un soir, alors que je préparais un dîner frugal, il est apparu dans l'encadrement de la porte, les bras croisés, reprenant sa posture de juge. « Tu vois encore des gens pour la maison ?» a-t-il demandé, tentant de garder une voix posée. Je n'ai pas levé les yeux de mes légumes. Oui. Sa mâchoire s'est contractée. On voyait le muscle saillir sous sa peau. Tu sais que cela me met dans une situation extrêmement compliquée, Éléonore. Mes engagements financiers sont basés sur ce bien. J'ai posé ma cuillère avec soin. Tu ne m'as jamais demandé si ta décision de me placer au jardin d'Arcadie me mettait dans une situation compliquée, Benoît. Pourquoi devrais-je me soucier de tes calculs alors que tu ne t'es jamais soucié de ma vie? Il n'a rien répondu. Il est parti s'isoler au salon. J'entendais, de là où j'étais, le froissement nerveux de ses doigts contre le tissu du canapé. Il commençait à réaliser que le sol se fissurait sous lui. Pendant les jours qui ont suivi, il a tenté une nouvelle approche, le lobbying. Il se mettait à faire des projets à voix haute, vantant les mérites de la villa comme s'il essayait de m'en convaincre à nouveau. Si on rénove un peu la véranda, maman, la maison prendrait une valeur incroyable. Tu sais, ce quartier de Nantes devient très recherché par les investisseurs. On pourrait en tirer tellement plus dans 2 ou 3 ans. Je l'écoutais sans réagir, un simple spectateur devant une comédie médiocre. Chaque argument, chaque promesse de « et plus tard » arrivait trop tard. Le train était déjà loin. Un après-midi, alors que j'étais dans le couloir, j'ai entendu son téléphone sonner. Sa voix s'est faite basse, hachée, empreinte d'une urgence qu'il n'arrivait plus à dissimuler. Oui, oui, je sais pour le délai. Non, pas encore. J'ai besoin d'un peu plus de temps avec ma mère. Quand il a raccroché, il est resté prostré dans le bureau pendant de longues minutes. Puis il est venu me trouver. Il faut qu'on parle sérieusement, maman. Asseyons-nous. Je me suis exécutée. Je t'écoute, Benoît. Il a passé une main dans ses cheveux, un geste nerveux qu'il faisait déjà tout petit lorsqu'il avait brisé un jouet. J'ai besoin de cette maison, a-t-il lâché, abandonnant enfin tout faux semblant. J'ai des engagements financiers, des cautions. Je comptais sur la vente pour épurer mes dettes et lancer ma structure. Enfin, la vérité. Brute. Sans le vernis de la protection des seniors. Je ne reconnaissais plus l'enfant que j'avais porté. Je ne voyais qu'un homme acculé, un parieur qui avait utilisé ma vie comme jeton de mise. Et tu as pensé que je serais simplement d'accord pour servir de garantie à tes échecs? Ai-je demandé d'un ton glacial. Il a baissé les yeux, l'air piteux. Tu es ma mère, Éléonore. C'est normal de s'entraider. Justement, ai-je rétorqué en me levant. Toute ma vie, j'ai été cette mère. Celle qui arrange, celle qui compense, celle qui se tait pour ne pas froisser ton ego.
J'ai été ton filet de sécurité pendant 37 ans. Il a relevé la tête, surpris par la fermeté d'acier de ma voix. Aujourd'hui, ai-je poursuivi, je suis aussi une femme qui choisit. Et je choisis de ne plus être ton parachute. Il a reculé, comme si je venais de le frapper physiquement. Ce soir-là, il n'a presque rien mangé. Il tournait sa fourchette dans son assiette avec l'air d'un condamné. Pour la première fois de ma vie, je ne ressentais aucune culpabilité. Aucune pitié. Plus tard dans la nuit, je l'ai entendu errer dans les couloirs, ouvrir les portes, caresser peut-être les murs, comme s'il mesurait enfin l'ampleur de ce qu'il était en train de perdre. Il s'est arrêté devant ma chambre, mais n'a pas osé entrer. Le pouvoir avait changé de camp. Le lendemain matin, je suis parti tôt. Un dernier rendez-vous m'attendait. Quand je suis revenu, Benoît était assis à la table de la cuisine, livide. J'ai parlé à quelqu'un, a-t-il dit d'une voix blanche. Je me suis servi un verre d'eau, sans hâte. À qui? À un ami juriste. Il m'a confirmé que si tu vendais, je ne pouvais rien faire. Que je n'avais aucun droit de regard. Je me suis assise en face de lui, mon regard plongé dans le sien. Il a raison. Il a fermé les yeux, un léger tremblement aux lèvres. Tu vas vraiment le faire? Ce n'était pas une question, c'était l'aveu d'une défaite totale. Oui. Le silence qui a suivi était lourd, définitif, comme le couvercle d'un cercueil qui se referme sur une relation bâtie sur le mensonge. À cet instant, il ne perdait pas seulement la Villa Mélinet. Il perdait son autorité, sa certitude et l'idée que je n'existais que pour servir ses intérêts. Ce n'était plus une confrontation. C'était une conséquence. Si vous comprenez ce que signifie enfin dire « non » pour sauver sa propre vie, abonnez-vous. Votre présence ici donne de la force à ceux qui n'osent pas encore franchir le pas. Le jour de la signature finale est arrivé sans aucun éclat. Ce n'était pas une date entourée de rouge dans un calendrier de vengeance, mais un simple mardi de novembre, gris et banal comme le ciel de Nantes. Je me suis levée à l'aube. J'ai pris le temps d'une douche chaude, j'ai choisi des vêtements sobres mais élégants. Je n'avais pas besoin de paraître forte. Je l'étais. Benoît était encore dans sa chambre quand je suis sortie. Je n'ai pas laissé de message. À quoi bon? Tout avait été dit. Le cabinet de maître Lefebvre était feutré, saturé par cette odeur rassurante de vieux papier et de café froid. L'acheteuse, cette femme déterminée que j'avais vue 2 semaines plus tôt, m'attendait déjà. Elle m'a salué avec un respect discret. Le notaire a parlé lentement, égrenant les clauses avec une solennité presque religieuse. Chaque mot semblait m'offrir une porte de sortie, mais je n'en cherchais aucune. Quand il a prononcé la phrase finale, j'ai senti un léger resserrement dans ma poitrine. Pas de la douleur. Une pression, comme celle que l'on ressent juste avant un grand saut libérateur. J'ai pris le stylo. Ma main ne tremblait pas. J'ai pensé à la phrase de Benoît. Il est temps que tu déménages. Il n'avait aucune idée que ces mots allaient devenir le moteur de ma nouvelle vie. J'ai signé une fois. Puis une deuxième. Le bruit du métal sur le papier m'a semblé plus fort que le tonnerre. C'est fait, a conclu maître Lefebvre. En sortant du cabinet, l'air de la rue m'a semblé plus vif, plus réel. Je me suis arrêté une seconde sur le trottoir. Les voitures passaient, les gens couraient après leur temps, indifférents. Pour le monde, rien n'avait changé. Pour moi, tout commençait. Je suis rentré à la Villa Mélinet une dernière fois. Le silence y était devenu insupportable. Benoît était au travail, ignorant que les serrures de son avenir venaient de changer. J'ai traversé les pièces sans nostalgie. Plus besoin de retenir les ombres. J'ai bouclé ma petite valise, celle que j'avais préparée avec soin. J'ai pris l'essentiel. Le superflu, je le lui laissais. En fin d'après-midi, j'ai entendu sa clé tourner dans la serrure. Il est entré, a posé son sac, puis son regard a croisé le mien. Il a immédiatement compris. Mon calme, ma valise, l'absence totale de tension sur mon visage. « Tu as fait quoi aujourd'hui » a-t-il demandé d'une voix étranglée. Je me suis levée, ma valise à la main. J'ai rétabli l'ordre, ai-je répondu. Quelle chose. Je l'ai regardé droit dans les yeux, sans haine mais sans pitié. La maison est vendue, Benoît. L'acte définitif est signé. Le silence s'est abattu comme un couperet. Ce n'est pas possible, a-t-il murmuré, blêmissant.
C'est. Il a fait un pas en arrière, chancelant. Tu n'avais pas le droit. Tu as ruiné tout ce que j'avais construit. Si, ai-je répété. J'en avais tous les droits. Tu voulais que je te parte? C'est fait. Je suis passé à côté de lui sans le toucher. Sur le seuil de la porte, je me suis retourné une dernière fois vers celui qui avait été mon fils et qui n'était plus qu'un étranger désemparé. Je m'en vais chez Françoise. Ne me cherche pas. J'ai fermé la porte derrière moi. Sans un regard en arrière. En début de soirée, alors que j'étais installé dans la chambre d'amis chez Françoise, le téléphone a commencé à s'agiter. Peine-moi. Une fois, 2 fois, 10 fois. Puis les messages ont déferlé. Tu es où? Réponds. On doit discuter de la suite. J'ai lu chaque mot avec une indifférence glacée. Puis le ton a basculé dans l'agression. Tu n'avais pas le droit. Tu as ruiné ma vie. Tu es un monstre. As-tu pensé à moi? Une seule seconde? Je me suis levé et j'ai regardé par la fenêtre la rue calme de Nantes. As-tu pensé à moi, Benoît, quand tu as décidé que ma place était dans une résidence pour seniors pour pouvoir éponger tes dettes? Je n'ai pas répondu. Je n'avais plus rien à lui dire. La justice n'a pas besoin de longs discours. La rue, vue depuis la fenêtre de Françoise, était d'une tranquillité presque insolente. Les Nantais rentraient chez eux, les bras chargés de courses, les pas pressés par la routine d'une vie ordinaire. Un monde de normalité qui n'avait rien à voir avec la tempête qui hurlait de l'autre côté de mon écran de téléphone. Benoît a fini par appeler une énième fois. Cette fois, j'ai décroché. Je voulais que le son de ma voix soit le point final de cette journée. Qu'est-ce que tu as fait? A-t-il lancé sans même prendre le temps de respirer. Sa voix ne tremblait pas de tristesse. C'était de la panique pure, celle d'un homme qui réalise que son parachute vient de se mettre en torche. Je te l'ai dit, ai-je répondu avec un calme olympien. J'ai vendu la villa Mélinet. Tu as détruit tout ce que j'avais prévu. A-t-il hurlé, sa voix se brisant dans le combiné. Est-ce que tu te rends compte de ce que ça implique pour moi? Des conséquences catastrophiques que cela va avoir sur mes projets? Je me suis assise sur le bord du lit, le dos bien droit. Et toi, Benoît, t'es-tu rendu compte de ce que cela impliquait pour moi quand tu m'as annoncé, entre 2 courriels, que je devais vider les lieux? Un silence lourd a suivi. J'entendais sa respiration hachée. Ce n'était pas pareil, bafouilla-t-il enfin. C'était pour ton bien. Toujours ce même refrain. Cette musique usée jusqu'à la corde. Sa voix s'est durcie, reprenant les accents d'un créancier floué. Tu savais très bien que je comptais sur cette maison. Enfin. Le mot était lâché. La maman n'était plus qu'un actif sur lequel on compte, une ligne budgétaire dans un tableur Excel. Tu ne m'as jamais demandé si j'étais d'accord pour être ce sur quoi tu comptais, ai-je rétorqué. Tu fais ça par vengeance, cracha-t-il. C'est petit. C'est indigne de toi. J'ai fermé les yeux un instant, savourant la clarté de ma propre pensée. Non, Benoît, ce n'est pas de la vengeance. C'est de la cohérence. C'est une question de justice. Il a tenté une autre approche, plus pressante, plus agressive. Tu aurais pu attendre. On aurait pu en discuter, trouver un arrangement. On ne discute pas après un ultimatum, ai-je tranché. Tu avais déjà décidé de mon sort. J'ai simplement pris acte de ta décision et j'ai agi en conséquence. Il s'est mis à parler vite, beaucoup trop vite. Il a déballé ses projets, ses engagements financiers, des cautions dont je n'avais jamais entendu parler. Il me noyait sous un déluge de chiffres et de problèmes techniques, comme s'il espérait que l'ampleur de son désastre allait me forcer à redevenir sa protectrice. Je l'ai laissé parler jusqu'à ce qu'il soit à bout de souffle. Tout cela ne me concerne pas, ai-je dit. Le silence qui a suivi fut brutal. A sour descent. Comment ça? Souffla-t-il. Ce ne sont pas mes dettes. Ce ne sont pas mes choix. Ce ne sont pas mes paris risqués. Tu es ma mère, tout de même. Et toi, Benoît? Est-ce un adulte? Ai-je demandé. Parce que si c'est le cas, cela fait bien longtemps que tu devrais assumer tes propres fardeaux. Il n'a pas répondu. J'entendais seulement son souffle irrégulier, ce bruit de suffocation de celui qui se voit imposer sa propre réalité. Tu te rends compte que je n'ai plus rien? Finit-il par murmurer. Je me suis levé lentement. Il te reste toi-même, Benoît. C'est déjà bien plus que ce que tu me laissais quand tu m'as ordonné de partir. Il a raccroqué.
Pas de menace, pas d'au revoir. Juste un vide soudain. Cette nuit-là, je n'ai pas beaucoup dormi, mais ce n'était pas à cause de ces cris. C'était à cause de ce silence nouveau. Un silence net, propre, comme après avoir refermé une porte qui grinçait depuis trop d'années. Le lendemain matin, un message unique est apparu sur mon écran. Je ne te reconnais plus. J'ai posé le téléphone sur la table. Je ne me reconnaissais plus non plus. Et pour la première fois de ma vie, ce n'était pas une perte. C'était une libération. Je savais que la colère allait revenir, que les tentatives de culpabilisation allaient s'intensifier. Je m'y étais préparé. Mais le rapport de force avait changé à jamais. Il n'était plus en position de décider. Il était en position de subir. 2 jours plus tard, Benoît est venu. Sans prévenir. Sans appeler. J'étais dans la petite cuisine de Françoise, préparant un thé, quand on a frappé à la porte. 3 coups secs. Impatience. Je n'ai pas sursauté. Je savais que ce moment était inévitable. Quand j'ai ouvert, il était là. Les traits tirés, les yeux cernés de cernes sombres, son manteau encore fermé comme s'il craignait de s'attarder. Il ne m'a pas salué. Il est entré sans y être invité. Tu te caches maintenant? A-t-il lancé, son regard balayant la pièce. Je vis, ai-je répondu en refermant la porte. Il a ricané en observant l'espace réduit, les meubles simples de Françoise, l'absence de ce luxe auquel il était habitué à la Villa Mélinet. C'est ça, ta victoire? Finir ici, dans ce clapier? Ce n'est pas une victoire, Benoît. C'est un choix. C'est la liberté. Il a éclaté d'un rire sec, presque hystérique. Tu appelles ça un choix? Tu m'as tout pris. Tu as anéanti mes garanties bancaires. Je l'ai regardé longuement, avec cette lucidité froide que je m'étais forgée. Non, ai-je corrigé. J'ai simplement repris ce qui m'appartenait. Tu m'as mise dans une situation impossible, Benoît. Les banques, les créanciers. Tu as utilisé ma maison comme si c'était ton propre compte d'épargne. Comment croyais-tu que cela allait finir? Il s'est arrêté net. Ses yeux brillaient d'une lueur sauvage. Tu ne peux pas me faire ça. On est une famille. Je l'ai déjà fait. Sa mâchoire s'est contractée. Il s'est approché de moi, brisant mon espace personnel, tentant une dernière fois de m'intimider par sa présence physique. Qu'est-ce que tu veux? Que je m'excuse. Très bien. Je suis désolé d'avoir été un peu brusque. Tu es contente? On peut passer à autre chose maintenant et annuler cette vente? Je n'ai pas reculé d'un millimètre. Non, ai-je dit. Parce que tu n'es pas désolé. Tu es juste furieux d'avoir perdu ton levier. Il a levé les bras au ciel, excédé. Mais qu'est-ce que tu veux de moi, à la fin? La question est restée suspendue, vibrante de tension. Je voulais que tu comprennes que je suis une personne, pas une ressource. Mais je vois que tu en es encore incapable. Il a secoué la tête, le regard fuyant. Tu exagères. Tu dramatises tout. Je n'ai jamais voulu te faire du mal. Tu ne t'es simplement jamais demandé si tu m'en faisais. Ai-je répondu. Ma douleur n'entrait pas dans ton équation. Tout le monde fait ça. Murmura-t-il, comme pour s'auto-convaincre. Pas tout le monde, Benoît. Seulement ceux qui sont certains qu'on ne leur dira jamais non. Le silence est retombé, lourd, étouffant. Il a fini par s'asseoir sur une chaise, comme vidé de sa rage. Ses épaules se sont affaissées. Pour la première fois depuis des années, il ne ressemblait plus au brillant cadre de chez BNP Paribas. Il avait l'air d'un petit garçon perdu devant un jouet brisé. Je ne sais pas comment m'en sortir, a-t-il avoué d'une voix sourde. J'ai pris une inspiration lente, mesurée. C'est peut-être la première chose honnête que tu dis depuis notre conversation sur la cuisine. Il a relevé la tête, une lueur d'espoir pathétique dans les yeux. Tu ne vas pas m'aider? La question n'était même pas agressive. Elle était presque enfantine. Je me suis assise en face de lui, gardant une distance respectable. Pas comme avant, Benoît. Je ne vais plus réparer ce que tu casses. Alors quoi? Alors tu vas apprendre. Tu vas découvrir ce que signifie être responsable de ses propres actes. Comme tout le monde. Il a fermé les yeux. Une larme a roulé sur sa joue, une larme rapide qu'il a essuyée avec un geste de dégoût. Je pensais que tu serais toujours là, murmura-t-il. Ces mots-là m'ont touché, mais d'une manière différente. Ils étaient la clé de tout ce désastre.
J'étais là, Benoît, ai-je répondu doucement. Mais tu as confondu ma présence avec ta propriété. Tu as cru que mon amour était une assurance tout risque. Il n'a rien ajouté. Il s'est levé lentement, comme s'il portait soudainement le poids de tous ses mensonges. Je dois y aller, finit-il par dire. Je n'ai pas tenté de le retenir. Sur le seuil, il s'est arrêté une dernière fois. Tu me parles encore? Le jour où tu me parleras autrement qu'en essayant de m'utiliser, je serai là pour t'écouter, ai-je répondu. Quand la porte s'est refermée, je suis resté immobile. Pas de soulagement spectaculaire. Pas de triomphe. Juste une sensation étrange et nouvelle, l'équilibre. Pour la première fois de ma vie de mère, je n'étais plus le plan B de quelqu'un d'autre. Les jours qui ont suivi furent d'un calme suspect. Benoît s'était muré dans le silence. Mais le 4e jour, une lettre est arrivée. Une enveloppe blanche, officielle, provenant de sa banque. Il avait été caution pour un prêt professionnel colossal, bien plus important que ce que j'avais imaginé. Et ce prêt était désormais en souffrance. La Villa Mélinet y figurait comme garantie indirecte, une manipulation comptable qu'il avait jugée sans risque. Il avait bâti sa fortune sur des sables mouvants, et il espérait que mon sacrifice servirait de fondation. Mais la terre avait tremblé. Le lendemain, il m'a appelé. Sa voix était basse, contrôlée. Tu as reçu les courriers? Oui. Tu savais que j'étais à ce point exposé? Demanda-t-il. Je savais que tu prenais des risques, Benoît. Mais je ne savais pas que tu pariais avec mon toit. Ils vont me harceler, insister. C'est leur métier, ai-je répondu. Et toi? La question était là. New. Moi, je ne suis plus impliqué. Ma signature n'est plus sur ces murs. Il a laissé échapper un rire nerveux. Tu te rends compte que sans la maison, tout s'écroule? Non, Benoît. Tout s'écroule parce que tu as construit sur ce qui ne t'appartenait pas. Tu aurais pu me prévenir. Je me suis redressé, sentant une colère froide monter en moi. Prévenir de quoi? Que je n'acceptais pas d'être ton esclave financière. Il s'est tu. Puis, d'une voix presque inaudible. J'ai paniqué. J'ai cru que tu serais toujours mon filet de sécurité. C'était le mot de trop. Être là ne signifie pas être utilisé, ai-je conclu avant de raccrocher. J'ai appris plus tard qu'il avait dû vendre sa voiture de luxe et réduire drastiquement son train de vie. C'était une décision. Sa première véritable décision d'adulte. J'aurais dû t'écouter plus tôt, finit-il par m'écrire un soir. Si vous voulez découvrir comment Éléonore va construire sa nouvelle vie, et si elle saura résister à la dernière tentative de manipulation de sa belle-fille, abonnez-vous. Votre soutien permet à ces histoires de vérité et de justice d'être racontées. Et pourtant, ces mots ont fini par trouver leur place. Non pas comme une réparation, ni comme un baume sur une plaie encore ouverte, mais comme un constat tardif, presque clinique. Peut-être, ai-je simplement répondu à son message, mais c'est maintenant que tu écoutes enfin. Il n'a pas répliqué. Mais à travers le silence numérique, j'ai senti que quelque chose avait cédé. Ce n'était pas une transformation spectaculaire, mais une fissure réelle, une remise en question inconfortable dans sa certitude de petit chef. Le week-end suivant, un autre message est arrivé. Je ne viendrai pas te voir pendant quelque temps. J'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé. J'ai lu et relu ces lignes. D'accord, ai-je écrit en retour. Et c'était la vérité la plus pure. Je n'avais plus besoin de le surveiller, d'anticiper ses crises ou de lisser les angles de son existence. Il faisait enfin face à ce qu'il avait lui-même bâti, sans moi pour servir d'amortisseur, sans moi pour corriger ses erreurs de calcul. Ce soir-là, assise près de la fenêtre chez Françoise, j'ai regardé Nantes s'assombrir doucement. Les lumières de la ville s'allumaient une à une, les vies des autres continuaient leur cours. Je n'avais pas gagné, je n'avais pas perdu. J'avais simplement cessé de porter un fardeau qui ne m'appartenait pas. Pour la première fois depuis des décennies, je pouvais respirer sans guetter le prochain appel, la prochaine urgence, la prochaine demande déguisée en conseil pragmatique. Je savais que le chemin serait encore long pour lui, et radicalement différent pour moi. Mais une chose était désormais gravée dans la pierre. Il avançait seul, et moi aussi. La tentative de déstabilisation est venue quand je m'y attendais le moins. Ce n'était pas de la colère brute, ni des reproches frontaux. C'était quelque chose de bien plus dangereux, enveloppé dans une douceur artificielle.
le venin sucré de la manipulation. C'était un dimanche matin. Je savourais mon café quand mon téléphone a vibré. Un message de Mathilde. Je ne l'avais pas revue depuis mon départ de la Villa Mélinet. Elle avait toujours été en retrait, polie, souriante, mais silencieuse, observant la dynamique familiale comme un prédateur discret. Elle ne s'était jamais mêlée de rien directement. Jusqu'à aujourd'hui. Bonjour Éléonore, j'espère que vous allez bien. Est-ce que je pourrais passer vous voir? Juste pour parler. Juste pour parler. Je connaissais trop bien cette formule. C'est le prélude habituel aux demandes de reddition. J'ai hésité, non par crainte, mais par simple refus de perdre mon temps. Puis, par pure lucidité, j'ai accepté. Elle est arrivée en début d'après-midi. Elle était impeccable, bien habillée, affichant un calme étudié, presque trop parfait pour être honnête. Elle a balayé ma petite pièce du regard avec un sourire travaillé, cherchant à masquer le jugement qui brûlait dans ses yeux. « C'est joli ici », a-t-elle commencé d'une voix mielleuse. « C'est suffisant », ai-je répondu sèchement. Nous nous sommes assises face à face. Elle a posé son sac à ses pieds, avec une précision maniaque. Elle a pris une grande inspiration, comme si elle s'apprêtait à livrer un discours difficile. « Je sais que la situation est compliquée, Éléonore, a-t-elle poursuivi. Et je voulais vous dire que je comprends parfaitement votre point de vue. Vous avez le droit de penser à vous. Personne ne peut vous enlever cela. Je n'ai rien dit. J'attendais la chute. Mais vous savez aussi dans quelle situation dramatique se trouve Benoît maintenant, a-t-elle ajouté, sa voix se faisant plus pressante. Il ne dort plus. Il est sous une pression constante avec BNP Paribas et ses autres créanciers. Ce n'est pas nouveau, Mathilde, ai-je répondu avec un calme olympien. Elle a baissé les yeux, feignant d'être touchée par ma dureté. Il a fait des erreurs, je l'admets. Je ne le nie pas. Mais, vous êtes sa mère. Ce mot. Toujours ce mot, jeté comme une clé universelle censée ouvrir toutes les portes de la culpabilité. Et ai-je demandé. Elle a relevé la tête, les yeux brillants d'une fausse compassion. Une mère aide quand son enfant tombe, Éléonore. C'est l'ordre des choses. Je me suis penchée légèrement vers elle, mon regard ancré dans le sien. Une mère n'est pas un parachute automatique, Mathilde. Surtout quand la chute a été délibérément provoquée par l'arrogance. Elle a serré les lèvres, son masque de douceur se fissurant légèrement. Elle a alors changé de stratégie, passant du sentiment au pragmatisme manipulateur. Vous n'avez jamais voulu lui faire du mal, je le sais. Alors peut-être pourriez-vous réajuster les choses? Réajuster quoi, exactement? Le timing. Les conditions de la vente. Vous avez l'argent maintenant, vous êtes en sécurité financière. Peut-être pourriez-vous l'aider à se relever temporairement? Juste un prêt, une garantie. Temporarement. Le mot préféré des parasites. Je me suis adossée à ma chaise, la regardant comme une pièce d'entomologie. Vous ne me demandez pas de l'aider, Mathilde. Vous me demandez de reprendre le rôle de victime consentante que j'ai enfin quitté. Elle a secoué la tête vigoureusement. Ce n'est pas pareil. C'est exactement la même chose. Le silence s'est installé dans la pièce, lourd, saturé de tout ce qu'elle n'osait pas formuler. Vous savez ce que les gens disent dans le quartier? Murmura-t-elle enfin. Ils disent qu'il a été abandonné par sa propre mère. J'ai souri, une expression sans chaleur. Et à moi, on m'a dit que j'étais devenue un obstacle logistique. Chacun ses mots, Mathilde. Chacun sa version de la vérité. Elle s'est redressée, abandonnant enfin sa façade de douceur. Vous êtes dure, Éléonore. Implacable. Non, je suis lucide. Il y a une différence. Elle a regardé ses mains, puis s'est risquée à une dernière tentative. Vous pourriez au moins revenir sur votre décision pour la maison. La Villa Mélinet n'existe plus pour nous, Mathilde. Elle appartient à d'autres désormais. Vous voulez que je fasse semblant que rien n'a changé, n'est-ce pas? Que je redevienne la maman qui éponge les dettes et qui sourit au dîner du dimanche. Elle n'a pas répondu. Son silence valait tous les aveux. Dites-lui, ai-je ajouté calmement, que je l'aime, mais que je ne serai plus jamais son filet de sécurité. Le temps de l'aveuglement est terminé. Elle s'est levée avec une raideur aristocratique. Vous savez que cette décision va laisser des traces indélébiles. Les traces existaient déjà, Mathilde.
J'ai simplement cessé de poser un tapis par-dessus pour les cacher aux invités. Elle est partie sans me serrer la main. Sans un regard. Quand la porte s'est refermée, j'ai ressenti une fatigue immense, mais c'était une fatigue ancienne, le poids d'un rôle que je jouais depuis trop longtemps. Le soir même, Benoît m'a écrit. Elle est passée te voir. Oui, ai-je répondu. Elle dit que tu ne veux plus rien entendre. J'ai réfléchi un instant. Mes doigts survolaient le clavier. Dis-lui que j'entends très bien, Benoît. Et c'est justement parce que je comprends tout que je dis non. Il n'a pas répliqué. Et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas attendu sa réponse. Benoît m'a appelé très tard cette nuit-là. Ce n'était pas un appel d'habitude ou de réflexe. On sentait dans la sonnerie prolongée qu'il avait lutté contre lui-même avant de composer mon numéro. J'ai laissé sonner 3 fois, puis j'ai décroché. Maman. Sa voix était posée, mais terriblement fatiguée, vidée de toute arrogance. Oui. Un long silence a suivi. Un silence nécessaire. Je crois, commença-t-il avant de s'interrompre. Je crois que je commence enfin à comprendre. Comprendre quoi, Benoît? Que je n'ai pas seulement perdu la villa Mélinet. J'ai perdu quelque chose de beaucoup plus précieux bien avant cela. Je ne l'ai pas coupé. Je voulais qu'il aille au bout de sa pensée, sans béquille maternelle. J'ai confondu ce que tu étais pour moi avec ce que je pouvais utiliser, avoua-t-il. Le mot était dur, brutal, mais d'une justesse chirurgicale. Je pensais que tout ce que tu possédais, tout ce que tu étais, faisait partie de ma vie par défaut. Comme une option cochée à la naissance. Il a marqué une pause, sa respiration s'accélérant légèrement au téléphone. Tu ne m'avais jamais dit non. Alors, j'ai fini par croire que tu en étais incapable. Que tu n'avais pas de volonté propre en dehors de la mienne. Ces mots-là m'ont traversé plus profondément que toutes ces insultes passées. Parce qu'ils étaient vrais. Et parce qu'ils étaient enfin assumés. Je t'écoute, Benoît, ai-je simplement dit. J'ai tout remis à plat, continua-t-il. Les dettes, les projets foireux, les mensonges aussi. J'ai compris que je ne m'en sortirais pas par un miracle ou par un nouveau sacrifice de ta part. Je m'en sortirais autrement. Seul. J'ai fermé les yeux, sentant une tension s'évacuer de mes propres épaules. Et qu'est-ce que tu attends de moi, maintenant? Rien, répondit-il enfin. C'est justement ça. Je voulais juste te dire que je suis désolé. Pas pour la perte financière, mais pour la façon dont je t'ai regardé pendant toutes ces années. Je n'ai pas pleuré. Ce n'était pas de l'insensibilité, c'était simplement que ce pardon arrivait trop tard pour les larmes. Tu m'as traité comme une chose stable, Benoît. Comme un socle immobile, pas comme une personne avec ses propres rêves. Je sais, murmura-t-il. Maintenant, je le sais. Il a hésité avant de conclure. Je ne te demande pas de revenir, ni de réparer quoi que ce soit. Je voulais juste que tu saches que je te vois, enfin. Je me suis levée et je suis allée jusqu'à la fenêtre. Nantes était silencieuse, les lumières diffuses dans la brume nocturne. Une vie qui continuait, débarrassée de ses fantômes. Et comment me vois-tu, maintenant? Comme une femme qui a choisi son destin, répondit-il. Et qui m'a obligée à faire de même. Alors retiens bien cela, Benoît. C'est la seule leçon que je voulais te transmettre. Il n'a rien dit, mais j'ai senti son acquiescement silencieux. On se reverra? Demanda-t-il prudemment. Peut-être. Quand tu n'auras plus besoin que je sois un outil pour toi. Quand tu chercheras une mère, et non une caution. Avant de raccrocher, il a ajouté. Je t'aime. Je n'ai pas répondu immédiatement. L'écho de ces mots semblait flotter dans l'air de la chambre. Moi aussi, ai-je fini par dire. Mais autrement. Quand l'appel s'est terminé, je suis resté immobile, enveloppé par la fraîcheur de la nuit. Ce n'était pas une réconciliation spectaculaire, c'était une séparation nette. Une frontière tracée entre le passé et ce qui pourrait, peut-être, exister un jour sur des bases saines. Pour la première fois, cette perspective ne m'étouffait pas. Elle me laissait respirer. Les semaines suivantes ont pris une forme nouvelle. Simple. Épuré. Je me suis installé dans mon propre appartement, un 2 pièces lumineux situé au 3e étage d'un bel immeuble nantais. J'avais un petit balcon étroit, juste assez grand pour une chaise et une plante grasse. Rien d'impressionnant. Rien pour prouver quoi que ce soit aux autres. Juste un endroit qui ne portait aucune autre attente que la mienne. Le premier matin,
Je me suis réveillée sans aucun repère. Pas de bruit familier, pas d'horaires imposés par les besoins d'un autre. J'ai mis quelques secondes à réaliser où j'étais. Puis j'ai souri. C'était cela, la liberté, un léger vertige et l'absence totale de compte à rendre. J'ai organisé mes journées à mon rythme. Marcher le long de l'Erdre, lire sans être interrompu, m'asseoir dans un café de la place Grasselin sans regarder l'heure. Redécouvrir le goût de décider pour soi-même. Même les actes les plus banals me semblaient neufs. J'ai changé mes habitudes, non par rébellion, mais par pure curiosité d'être moi-même. J'ai déjeuné à des heures indues. Je me suis inscrite à un cours d'histoire de l'art. J'ai pris tous ces rendez-vous que je repoussais sans cesse, le dentiste, le coiffeur, le conseiller financier. Tout ce que j'avais sacrifié sur l'autel de l'urgence des autres. Mes nouveaux voisins étaient polis et discrets. Ils ne me demandaient rien, ils ignoraient tout de la villa Mélinet et de la chute de Benoît. Et cela me convenait à merveille. Je n'étais plus la veuve soumise, ou la mère Providence. J'étais simplement Éléonore. Mes nouveaux voisins ne me demandaient rien. Ils ignoraient tout de mon passé, de la villa Mélinet, de l'ascension et de la chute de mon fils. Pour eux, j'étais simplement cette femme discrète du 3e étage qui saluait poliment dans l'ascenseur. Et cela me convenait parfaitement. Cette absence de bagage émotionnel dans le regard des autres était un luxe que je n'avais jamais goûté. Un jour, en rentrant du marché, mes bras chargés de produits frais et de fleurs de saison, je me suis surprise à penser à la maison. Pas avec cette nostalgie qui serre la gorge, mais avec une distance presque géographique. C'était un chapitre clos, un livre dont j'avais fini la lecture et que j'avais rangé sur une étagère poussiéreuse. Je n'avais rien oublié des humiliations silencieuses, mais je n'étais plus dedans. Les murs ne m'emprisonnaient plus. Benoît m'écrivait de temps en temps. Des messages courts, dépouillés de toute tension, surtout, de toute demande. J'espère que tu vas bien. Yemed Brouille. Je voulais simplement te le dire. Je répondais quand l'envie m'en prenait. Pas par obligation maternelle, pas par peur d'un silence qui aurait pu le blesser. Je répondais quand j'avais quelque chose à dire, et non quand il avait besoin d'entendre ma voix. Il ne parlait plus de la villa Mélinet, ni de l'argent, ni de tout ce qu'il avait perdu dans la bataille. Il parlait de ce qu'il apprenait, lentement, maladroitement. C'était le langage d'un homme qui découvre enfin qu'il ne peut plus déléguer sa propre responsabilité au reste du monde. Un matin, j'ai reçu une photo sur mon téléphone. Un bureau vide, presque nu, dans un local bien plus modeste que ses anciens bureaux de prestige. J'ai réduit la voilure. Avait-il simplement écrit? Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai contemplé l'image d'un homme qui commençait enfin à bâtir sur du solide, sur ses propres forces. Puis j'ai envoyé. C'est un début. Et je le pensais sincèrement. Je me suis surprise à ne plus surveiller mes émotions comme on surveille un feu qui couve. Si je ressentais un instant de tristesse, je la laissais passer comme un nuage. Si la légèreté m'envahissait, je ne la retenais pas par crainte qu'elle ne s'évapore. Je n'étais plus en attente. Plus en attente de réparation, plus en attente d'excuses supplémentaires. Ce qui devait être dit l'avait été. L'ordre était rétabli. Un après-midi, assis sur mon balcon à observer les toits de Nantes, j'ai compris quelque chose d'essentiel. Ce n'était pas de la vengeance. C'était pour rétablir l'ordre des choses. Je n'avais pas changé de vie pour le punir. Je l'avais changé pour me retrouver. Cette nuance faisait toute la différence entre une guerre et une libération. Je n'étais pas devenue plus dure au fil des semaines. J'étais simplement devenue plus précise. Je savais désormais exactement où je m'arrêtais et où les autres commençaient. Et je n'avais plus aucune envie de confondre les deux territoires. Un dimanche, Benoît m'a proposé de passer. Pas pour parler du passé, juste pour prendre un café. J'ai regardé le message pendant de longues minutes. J'ai pesé chaque mot. Puis j'ai répondu, pas encore. Il n'a pas insisté. Il n'a pas tenté de me faire culpabiliser. Cette retenue-là, cette acceptation de ma limite, valait plus que n'importe quelle promesse solennelle. C'était la preuve qu'il avait enfin compris que ma dignité ne se négociait pas. Les jours ont continué à s'aligner sans drame, sans cette urgence toxique qui avait rythmé mes dernières années. C'était une vie ordinaire, mais une vie vécue de l'intérieur, pas pour le décor, pas pour le paraître, cher à mon fils. Je savais que je n'étais pas arrivée à une fin heureuse,
au sens où les contes de fées l'entendent. Il n'y avait pas de grand pardon théâtral, pas de réunion larmoyante autour d'une table nappée de lin. Mais il y avait quelque chose de beaucoup plus rare et de plus précieux. La paix de ne plus être utilisée. La clarté de ne plus se trahir soi-même. La liberté de ne plus avoir à négocier sa place à la table de la vie. Dans cette nouvelle existence, plus légère, plus silencieuse, je n'avais plus besoin de prouver quoi que ce soit. J'existais, simplement. Le dernier changement est venu sans aucun bruit, un matin de printemps. En ouvrant mes volets sur la rue vibrante de Nantes, j'ai réalisé que je n'attendais plus rien. Ni message, ni explication, ni validation de la part de Benoît ou de qui que ce soit d'autre. Cette absence d'attente n'avait rien de vide ou de désespéré. Elle était pleine. Elle était stable. Elle était définitive. Je n'étais plus en réaction face à ses actions. Je n'étais plus en résistance. J'étais là. Entière. J'ai repensé à la femme que j'étais encore quelques mois plus tôt dans la villa Mélinet. Cette femme qui se demandait sans cesse comment ne pas déranger, comment rester utile pour justifier sa présence, comment mériter son propre toit. Elle me paraissait lointaine aujourd'hui. Presque une étrangère. Je ne la trouvais ni ridicule, ni faible. Elle était simplement épuisée d'avoir porté le poids d'un amour qui n'était pas réciproque. Je ne lui en voulais pas. Elle avait fait ce qu'elle pensait être juste. Mais aujourd'hui, je savais mieux. J'avais appris que l'amour n'exige pas qu'on s'efface jusqu'à disparaître. Il ne prend pas sans demander. Il ne décide pas à la place de l'autre sous prétexte de protection. Benoît m'a écrit une dernière fois, un message qui a clos définitivement le dossier de notre passé. J'ai compris quelque chose d'important grâce à toi. Je commence enfin à devenir l'homme que tu as élevé. J'ai lu ces mots. Je n'ai pas répondu immédiatement. Puis j'ai écrit, tant mieux. Fais en quelque chose de bien. Il n'y a pas eu de suite, et c'était parfait ainsi. Je me suis levé, j'ai pris mon manteau et je suis sorti marcher. La ville de Nantes était vivante, bruyante, magnifique dans son indifférence. Personne ne savait ce que j'avais traversé pour obtenir ce calme. Personne n'avait besoin de le savoir. Je n'étais plus la mère d'eux, ni celle qui aide, ni celle qui cède. J'étais une femme qui avait posé une limite infranchissable et qui l'avait tenue. Ce que j'avais fait n'était ni héroïque, ni cruel. C'était nécessaire. Et parfois, la nécessité est la seule boussole dont on a besoin. On m'avait souvent répété que vieillir, c'était se retirer, se faire plus petite, laisser la place aux autres. J'avais découvert exactement l'inverse. Vieillir avait été pour moi le moment précis où je m'étais enfin avancé vers la lumière. Sans bruit. Sans colère injustifiée. J'avais vendu une maison, certes. Mais j'avais surtout cessé de me vendre moi-même. Ma dignité n'est plus à vendre. Si cette histoire a résonné en vous, si elle vous a rappelé une situation vécue ou quelqu'un que vous connaissez, alors gardez ceci en tête. Il n'est jamais trop tard pour rétablir l'ordre dans sa propre vie. La justice commence par le respect de soi. Si vous voulez découvrir d'autres récits de femmes qui reprennent le contrôle de leur destin, pensez à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur le bouton j'aime. Votre soutien permet à ces histoires de force et de résilience de voyager plus loin. À bientôt pour un prochain récit.